Amis du froid et de la mécanique, bonjour. Donc nous voilà au terme d'une révision mécanique sur un York 88 au bout de ces 40 000 heures. Donc pendant cette phase, en fait, on démonte tout, on dépiole tout, de façon à tout contrôler et à changer les pièces d'usure systématique. Donc sur cette partie-là, vous avez la partie clapet HP et BP, les culasses avec, et la visserie. Sur cette table-là, le vilebrequin a été déposé, l'embiellage, les chemises. Donc là, ici, on est sur un 6 cylindres, un compound. Donc on a 4 chemises pour la partie BP et 2 chemises, 2 cylindres pour la partie HP. S'ensuit les 2 paliers d'extrémité, palier côté pompe à huile et palier côté garniture. La garniture a également été démontée, ainsi que la pompe à huile pour vraiment tout inspecter. Là, on regarde tout. Donc dans cette partie-là, on va être dans la phase où on va contrôler le jeu qu'on va avoir entre le diamètre du maneton et le diamètre d'alésage de la bielle, une fois que le tout est serré. Parce qu'on n'est pas forcément obligé de changer systématiquement les demi-coussinets comme on en a. Hein. Parfois, leur état d'usure, malgré nombre d'heures, si la lubrification a été bonne, si le nombre de démarrage a été limité, on préserve l'état des demi-coussinets. On n'est pas forcément obligé de les changer systématiquement. Donc pour cela, je vais me servir de 2 appareils qui sont un micromètre ou un palmer, du bon calibre pour pouvoir mesurer le diamètre, ainsi qu'un micromètre 2 points, avec lesquels je vais rajouter le petit kit qui va bien, de façon à pouvoir mesurer l'alésage de ma bielle. Donc on va aller calibrer tout ça. Donc pour le contrôle de l'alésage de la bielle, voilà, je vais me servir de mon 2 points, mais avant, je vais devoir me calibrer sur un diamètre 56. C'est un diamètre 56 mm nominal que j'ai. Donc pour ça, je me règle directement à 56 avec mon micromètre. Je le positionne dans l'étau, là, comme ça lui fait pas de mal, vous inquiétez pas. Hop. Je me règle à 56 mm. Voilà. Donc là, la distance que j'ai ici, elle est réglée à 56,00. Donc on est au centième près. Après, pour cet appareil-là, c'est pareil. Je vais le mettre directement à 56. Donc j'ai le petit embout qui va bien en 55, plus une cale de 1 mm qui va me faire 56. Et là, pour avoir la mesure exacte du coup, que je vais mesurer dans l'alésage là-bas, je vais me calibrer ici. Et je vais faire tangenter de manière à voir où est-ce que mon aiguille va au maximum. Donc on va juste à peu près 5 centièmes en dessous de 0. Donc je vais régler mon 0 ou descendre mon aiguille au maximum. Voilà. Comme ça, on est bien. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, fais-le bouger. À ce niveau-là, quand je vois que mon aiguille est pile poil sur le 0, ça veut dire que je suis à 56. Je suis sur un alésage de 56 piles. 56,00. Maintenant, on va regarder ce que ça donne sur la bielle. Donc avec les coussinets bien montés, bien sûr. Et là, je vais faire la même chose que ce que je faisais avec le comparateur. Hop, je me mets en position. Et je regarde où mon aiguille va aller. Donc plus mon diamètre va rétrécir en fait, et plus j'irai en dessous du 0 que j'ai réglé tout à l'heure sur la graduation. Et là on voit qu'on n'atteint pas le 0. Donc mon diamètre est plus élevé que le 56. Et là, on va regarder le nombre de gradations que j'ai au-dessus du 0. J'en ai à peu près 7. Donc ça veut dire que je suis à 56,07 en diamètre. 56 mm et 7 centièmes. En me décalant, je peux regarder mon ovalisation. On peut le contrôler aussi. Donc là, on voit que j'ai un peu plus.
On va aller à 56,075 à peu près. À peu près 5 microns de décalage. Donc voilà, ça on va le noter. Diamètre pied de bielle. « 56,07 mm. Et maintenant, ce qu'on va mesurer de nouveau, pour avoir le jeu entre ma bielle et mon vilebrequin, ça va être le diamètre de maneton. Et pour le diamètre de maneton, je vais prendre directement mon petit micromètre que j'avais tout à l'heure et je vais prendre ma mesure. Voilà. Et là, je trouve 55,96. Donc je note mes 55,96. On fait la soustraction entre 56,07 et 55,96 et ce qui va nous donner 0,11. Et ça va être le jeu. À partir de là, justement, on va comparer la doc constructeur, qui va nous dire si on est dans les cordes ou pas. Et donc, le constructeur, lui, en usure max, il nous préconise jusqu'à 0,25 de jeu entre la bielle et le maneton de vilebrequin. Donc là, on est bon. Nous voilà maintenant à l'étape où on va contrôler le jeu qu'on va avoir entre notre piston et notre chemise. Donc pour ce faire, il va falloir que je mesure le diamètre d'alésage de la chemise et que je mesure le diamètre du piston, tout simplement. Donc pour le piston, faire attention, la partie à mesurer, c'est celle qui va être en contact diamétralement opposé là, avec la chemise. C'est-à-dire les flancs du piston, là on voit passer l'axe, cette partie-là, elle n'est pas importante. Ce n'est pas celle qui vient guider vraiment le piston. Elle guide un minimum, c'est vrai, mais la partie la plus importante, c'est celle-ci, c'est celle où on voit qu'il y a un peu d'usure là. Donc c'est la partie qui est vraiment en contact, en frottement. Alors, il y a le film d'huile forcément qui va protéger la chemise et le piston, et c'est celle qui va prendre la contrainte lors de la montée, lors des mouvements de l'embiellage. Donc c'est parti, là c'est pareil, hein. Pour ça, je vais prendre mon micromètre. Donc, je vais mesurer mon piston. Hop, on vérifie bien qu'on coulisse bien. Et là, j'arrive à une mesure donc de 87,83. 87,83 mm. Donc de la même façon que pour les pieds de bielle, on va faire la mesure. Et là, comme je suis sur un alésage, j'ai un peu plus de 88. Donc j'ai 88 plus 3 centièmes, 88,03. Donc ça, on peut le faire à plusieurs endroits de la chemise, un peu plus en profondeur. Où là, on a moins d'usure parce que forcément, c'est une partie où les segments ne viennent pas racler. Donc là, on a 88,01. Quand je remonte, 88,03. Après, on peut regarder l'ovalisation. Donc, je vais tourner ma chemise de 90 degrés. Et je vois que là, je suis à 88,01. Donc, une légère ovalisation de 2 centièmes. Sur le bas, je retrouve ce que j'avais tout à l'heure.
Donc là, on va prendre le maximum. Max, on était à 88,03. Et en ovalisation, on était à 0,02 mm. On compare avec les données constructeurs. Donc, piston chemise. Piston chemise. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc nous, on va regarder la partie petit d elliptique. Le jeu maximal autorisé entre la chemise et le piston, on est à 0,4. Donc on fait le calcul du jeu entre la chemise et le piston. Donc les 88,03 moins les 87,83. Et ça nous donne un jeu de 0,2, donc 2 dixièmes. 2 dixièmes de millimètre. On compare cette valeur par rapport à ce que nous dit le constructeur. Le constructeur nous dit qu'on peut aller jusqu'à 0,4. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Donc on peut garder notre piston et on peut garder notre chemise. À condition aussi que les états de surface soient bons. Là, les états de surface étaient corrects, on peut laisser. Au niveau de l'ovalisation, c'est pareil. Il y a une donnée constructeur. Le constructeur indique que le maximum autorisé est de 0,15 mm. Nous, on est à 0,02, donc on est bon. On est nickel. On peut garder tout ça. Donc, du coup, autre point de contrôle, la segmentation. Alors, la segmentation, pour voir son état d'usure, il y a un moyen simple qu'on appelle le jeu à la coupe, en fait. Donc on va tout simplement, le jeu à la coupe, c'est ce qu'on a ici. Donc une fois qu'on va le rentrer dans la chemise, hop, le jeu il rétrécit. Et on a une tolérance ici sur le York 88 qui est de 3 dixièmes minimum et de 8 dixièmes maximum. C'est-à-dire au-delà de 8 dixièmes, on commence à avoir trop de jeu. Les gaz commencent à bypasser lors de la compression. Le rendement devient moindre. Et après, les 3 dixièmes mini, c'est plus une tolérance constructeur, c'est-à-dire qu'on se donne comme une marge, parce que lors des mouvements, il y a de l'échauffement, lors de la compression du gaz, on monte facilement en température. Hein. Si on est sur de l'ammoniac, par exemple, on peut monter à aller, admettons, entre 110 voire même 130 degrés. Et donc il faut toujours garder un peu de jeu pour qu'il y ait une petite dilatation, et sans cette dilatation, le risque c'est le serrage, c'est la casse. Hein. Voilà. Donc le moyen de contrôle très simple, je prends mon segment, tout à l'heure j'ai contrôlé ma chemise avec mon piston, les jeux étaient corrects, donc ma chemise, l'état de surface est correct, on va garder tout ça, on dit que c'est bon. Donc pour ce faire, je réinsère à la main mon segment, doucement, hein. Voilà, comme ça. Je vais essayer de le mettre en position avec le piston directement de manière à ce qu'il soit bien plan. Voilà. Et là, je vais pouvoir mesurer mon petit jeu à la coupe, ici. Là. Donc mis en place, on a dit qu'on ne devait pas excéder les 8 dixièmes. Là, je vais le contrôler à l'aide d'un jeu de cale. Jeu de cale où là, j'ai plusieurs épaisseurs de cale qui vont me permettre de voir laquelle passe dans ce jeu à la coupe là. Donc je vais commencer, admettons, par le 0,6. Donc le 0,6, lui, il glisse tranquillement. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc là, je suis avec la cale de 6 dixièmes. La cale de 6 dixièmes, je regarde si elle passe. Et là, je vois qu'elle passe tranquillement. Donc je vais prendre un peu plus gros. Je vais prendre un peu plus gros.
Je vais prendre directement le 8 dixième, voir. Ça, je vais voir s'il y a passe direct ou pas. S'il y a passe, c'est pas bon. S'il y a passe, c'est bon. Et donc la 8 dixième ici, j'arrive pas à la faire passer. Mon segment il est encore dans les cordes. On va regarder exactement ce qu'on a. On va faire passer 7 dixièmes pour voir. Et ouais, la 7 dixième passe. Là, on sent une petite résistance. Donc on est aux environs de 7 dixièmes. Donc là, on est à 7 dixièmes au niveau du jeu à la coupe. Le maximum autorisé, c'est 8 dixièmes. Si on veut que ça reparte correctement pendant un bon nombre d'heures, hein, qu'on ait un bon rendement, on change la segmentation. On va comparer avec un segment neuf. J'en ai un là. On va regarder ça. Je retire l'ancien. Je mets le nouveau. Pareil, je reprends mon piston, je le remets bien en place de manière à ce qu'il soit bien équilibré. Et là, on peut regarder déjà, hein, on voit que par rapport à son prédécesseur, celui-ci, rien qu'à l'œil nu, le jeu est beaucoup plus faible. On va le mesurer quand même. Donc le minimum autorisé, on a dit que c'était 3 dixièmes, donc je mets au moins le 3 dixièmes voir si elle passe. La 3 dixième passe correctement. Je vais monter un peu plus haut pour voir, je vais mettre 4 dixièmes. La 4 dixièmes passe. On va regarder jusqu'où on peut aller. 5 dixièmes. Et là, la 5 dixième bloque. Elle passe pas. Tu peux en mettre ? Je peux pas faire passer ma cale de 5 dixièmes. Donc ça veut dire que je me trouve là actuellement avec le segment 9 sur un jeu à la coupe qui va entre 5 dixièmes et entre 4 dixièmes et 5 dixièmes. Donc je suis dans les cordes. Hein. Je suis bien avec un segment 9, c'est-à-dire que la chemise est à un degré d'usure correct et qu'on peut continuer avec cet ensemble-là, mais en changeant les segments. Donc un dernier point de contrôle au niveau de la ligne d'arbre là. Donc on a fait les mains de thon avec leur tête de bielle tout à l'heure. Et là on fait les côtés paliers, ce qu'on a là, avec les taurillons. Donc là on a le côté pompe à huile. Donc ça, on va faire le jeu entre ce tourillon là et le paillet ici. Le contrôler, exactement comme on a fait pour l'embiellage. On est sur un niveau d'usure qui est similaire, il ne faut pas excéder les 25 centièmes. Et côté garniture, pareil. La même chose, on utilise les mêmes appareils, c'est-à-dire le micromètre, le palmer et la touche de poing. Maintenant, on va s'occuper de la partie clapetterie. On va regarder un peu comment ça se passe et ce qu'il y a à vérifier, à contrôler et à changer. Donc la clapetterie, là on est sur un ensemble de clapets HP là. Donc toute la partie qu'on a ici, plus le bulbe là, on appelle ça le diffuseur. Donc ça se désassemble, hein. Il y avait la vis qui était là que j'ai retirée. Hop, je retire la vis qui maintient le tout. Je retire le bulbe. Et ensuite, on a l'empilement. Donc le clapet en premier, hein, le plus épais. Et par la suite, on a l'empilage de rondelles ressort, ainsi que d'une rondelle plate d'élasticité et d'une autre rondelle ressort. Ce qui va contraindre le clapet à venir s'appuyer contre la portée qu'on a sur le bulbe ici, là. Donc voilà, le premier truc à vérifier sur cet assemblage,
c'est que sur cette pièce là, la portée où vient se poser en fait le clapet, hein. Donc le clapet, on imagine qu'on est en mode d'aspiration. Le clapet HP, lui, il repose sur sa portée, hein. Il n'est pas en train de travailler. Et donc c'est là que va se faire l'étanchéité. On va faire en sorte, cette étanchéité va faire en sorte que les gaz ne vont pas redescendre. Les gaz HP vont pas redescendre dans le cylindre. Et donc pour ce faire, on a tout intérêt à avoir une surface ici bien plane, hein, sur l'extrémité là, bien lisse. Faut pas qu'il y ait de petites rayures ou quoi que ce soit, hein. Si c'est de la petite rayure, on peut rectifier en s'aidant d'un marbre. Après, il faut que ça reste vraiment plan. Donc voilà pour cette partie. Après, le clapet, il va s'appuyer sur une autre pièce, hein. Donc ça, c'est son côté intérieur. Pour ce qui est du côté extérieur, il va venir s'appuyer sur cette plaque. Donc cette plaque, c'est celle qui vient, on voit, on a la chemise. On a la chemise elle est dans le carter en temps normal. Et cette plaque va venir par-dessus l'empilage. Alors normalement, derrière, je mettrai l'ensemble, la rondelle de maintien du clapet BP plus le clapet BP, le tout ensemble. Et là, j'aurai mon assemblage clapet HP qui viendrait, on va en prendre un tout neuf là, hop, comme ça, qui viendrait là, comme ceci. Et maintenu par la suite avec le ressort anti-coup de liquide. Voilà. Donc là, on voit bien que le clapet, on disait qu'il reposait sur le bulbe, sur sa partie intérieure, et sur sa partie extérieure, l'étanchéité là se fait sur cette surface ici qu'on retrouve sur la plaque. Donc pareil, hein, cette surface là qu'on distingue bien, il ne faut pas qu'il y ait de rayures trop conséquentes ou faut qu'il y ait une bonne planarité, c'est pareil. Hein, on peut s'aider d'un jeu de lumière pour regarder dans le noir correctement, voir s'il n'y a pas d'espace qui serait généré par le fait que ça ne soit pas bien plan. Donc voilà pour l'inspection de cette partie de pièce. Alors pour ce qui est du clapet BP, après on va regarder où est-ce qu'il repose. Le clapet BP, lui, il va venir reposer alors, sur cette pièce, hein, qui est reportée. Cette pièce, elle est reportée sur la chemise. Elle fait en même temps étanchéité sur cette partie-là grâce au joint torique. Donc pareil, hein, clapet BP, étanchéité sur cette surface-là et sur la chemise ici, hein, sur l'intérieur. Donc on l'imagine en travail, hop, aspiration, le clapet est élevé, hop, après je refoule, le clapet se rabaisse et l'étanchéité fait en sorte que on ne va pas aller refouler à l'intérieur du carter. Voilà, on refoule bien par le clapet HP. Donc bien vérifier ces surfaces. Voilà. Ensuite, on peut regarder au niveau du système de réduction de puissance. Aussi, ce qui est facultatif là-dedans, c'est de bien regarder le système de réduction de puissance. En fait, c'est un piston. C'est un piston. On va envoyer les gaz chauds par ici, avec le système d'électrovanne, hein, quand on veut faire une commande de mise en décharge. Je vais le mettre en position. Hein, on voit en fait il y a le logement à l'intérieur là. On a les deux segments là qui font étanchéité. Hop. Voilà. Bon, je mets ça par-dessus. Ici on a les petits ressorts de rappel. C'est pareil lors de la révision. En fait, pour toutes les révisions 10 000 heures, c'est-à-dire les inspections de clapet, on va venir enlever ces petits ressorts, on va les remplacer et changer tous les kits de rondelles ainsi que les clapets. Ça tourne bien. Après, bon, si les clapets sont dans un bon état, comme là ils le sont, on peut encore faire des heures avec, mais systématiquement, en règle générale, toutes les 10 000 heures, on change. Donc là, je viens mettre ma petite plaque, là, reportée. Normalement, on s'imagine qu'il y a ça par-dessus
avec mon clapet, hein, comme ceci. Alors quand je travaille en fonctionnement normal, c'est-à-dire là je suis en charge, mon piston fait ses allers-retours, j'aspire, je compresse, il n'y a pas de souci, tout se passe bien. Et quand j'ai envie de me mettre en décharge, c'est-à-dire de faire baisser ma puissance, en fin de compte, je vais venir alimenter ici là, par l'orifice là. Donc il y a un trou après qui est dans le carter, qui est relié au circuit HP et alimenté par le biais d'une électrovanne. Je vais envoyer des gaz chauds, des gaz HP, et en fait ce qui va se passer, c'est que ça va me faire remonter mon piston là. Un petit piston qui va venir en fin de compte me plaquer mon clapet BP là, qui lui est repoussé par sa rondelle. Ça va venir tout plaquer dans le fond de la plaque. Et là, mon piston, il aura beau faire des allers-retours, il va aspirer, et ce qu'il va aspirer, en fait, il va directement le rejeter à la BP. Voilà, donc il est en décharge, en fait. Donc il tourne en canard. Voilà. Ce qu'on peut vérifier aussi, c'est la hauteur des ressorts anti-coup de liquide. C'est pareil, il y a une cote mini à respecter, hein, parce que forcément, en fonctionnement, et c'est surtout lors des démarrages qui prennent des coups en règle générale. Il y a toujours une usure, donc il y a la fatigue mécanique qui se crée au fur et à mesure des années. Et ce qui se passe en fait, c'est que la hauteur du ressort se réduit, donc la contrainte qu'il exerce sur le diffuseur se réduit elle aussi. Et ce qui se passe après, ce qui se passe après, c'est que la plaque diffuseur, elle, au démarrage en général, lors de la mise en puissance, va se mettre à claquer. Donc on l'entend souvent chez le York, il y a des claquements assez significatifs au démarrage. Et si on n'a pas la force adéquate derrière, lors de la compression, hop, on va réussir à soulever le diffuseur qui va claquer sur la plaque. Et ça peut être, là on a des petites marques là, hein, c'est pas très marqué, mais des fois ça creuse bien et ça creuse tellement qu'on se voit obligé de changer ces plaques là parce que par la suite ça va induire sur l'espace mort qu'on verra prochainement. Donc c'est bon pour la partie espace mort. Ensuite, on va partir sur le jeu latéral du vilebrequin. Donc les deux paliers côté pompe à huile et côté garniture sont mis en place. La garniture a été montée elle aussi. Donc, pour la mesure du jeu latéral, je vais utiliser un pied magnétique avec sa montre. Les ressorts de ma garniture font pression contre le vilebrequin pour le pousser vers la pompe à huile. Donc, ce que je vais faire pour repousser, je vais utiliser un truc peu commun mécanique, mais un pied de biche. Et je vais faire contre-pression sur le balourd du vilebrequin derrière là, entre le balourd et le carter. Et là mon aiguille a bougé. Et je tiens un jeu de 5 dixièmes et demi, 55 centièmes. Donc c'est pareil, il n'y a plus qu'à vérifier sur la documentation constructeur si on est dans les tolérances. Et donc on voit que le jeu à avoir est entre 5 dixièmes et 7 dixièmes de millimètre. Et là on est à 0,55, donc on est dans les tolérances, on est bon, on peut laisser comme ça. Bon, c'est parti. Donc la dernière fois on avait vu comment contrôler si la chemise était bonne à d'appareils de métrologie. Donc on avait vu qu'elles étaient bonnes. Donc le contrôle une fois effectué sur la chemise ainsi que sur le piston et la segmentation, on va pouvoir passer l'assemblage. Donc pour ce faire, l'assemblage, je vais d'abord venir assembler mon piston dans la chemise. Donc pour ce genre de machine, on n'a pas besoin de collier à segment pour resserrer les segments pour insérer dans le piston, dans la chemise. Il y a un congé qui est déjà fait sur le culot de la chemise là, et ça nous permet justement de faire glisser le piston tout en prenant quelques précautions quand même pour pas casser les segments, hein, ça peut aller très vite. Mais oui, ceci est fait pour pouvoir faire l'assemblage sans collier.
Donc avant, je m'assure de la position de mes segments. Je fais en sorte de les mettre à 180 degrés l'un de l'autre, de manière à créer un labyrinthe pour le passage de gaz, parce qu'il y aura toujours, malgré le fait qu'il soit resserré, il y aura toujours un petit jeu qui va faire que le fluide, lors de la compression, va pouvoir s'échapper et revenir à l'intérieur du carter. Donc on va éviter de les aligner, justement, de manière à... On va éviter de les mettre comme ceci, de manière à pouvoir créer un labyrinthe et de faire en sorte que le fluide mette plus de temps à revenir, donc créer le contraindre à rester dans la partie haute du cylindre. Hop. Je commence à insérer avec précaution dans la chemise. Donc je guide quand même un peu mes segments. Il faut vraiment y aller doucement. Hop, le premier segment est passé. Le deuxième est passé. Reste le segment racleur. Et voilà, tout le monde est passé là. On s'assure que on n'a pas de blocage au niveau de la translation du piston. Hein. Là, on est bien. Après, pour le montage sur le carter, donc on vient enfiler directement la bielle sur le vilebrequin. Donc avant tout, on s'assure qu'il n'y ait pas la moindre salissure, la moindre petite crotte qui pourrait abîmer les demi-coussinets ou carrément le maneton du vilebrequin. Donc là, je l'ai déjà fait sur le vilebrequin, j'ai déjà nettoyé. Je vais huiler un petit peu, histoire que le montage ne se fasse pas à sec. Là, pareil, je vais huiler mon demi-coussinet. Hop, comme ceci. J'assemble directement mes tirants de bielle. Je m'assure que mon chapeau de bielle soit bien appairé. Donc là, on a le numéro 6 sur la bielle et le numéro 6 sur le chapeau de bielle. Donc ça correspond bien. Il faut vraiment avoir les mêmes numéros. Hein. Là, au niveau de la fabrication, en centre d'usinage, en fait, les deux parties sont assemblées lors de l'usinage, lors de l'alésage. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on a un appairage de façon à ce que de bien retrouver le chapeau de bielle appairé avec sa bielle. Auquel cas, il risque d'y avoir des dégâts. Hop. Donc, ce que j'ai fait en sorte que mon vilebrequin soit positionné de façon à ce que ma bielle devrait être au poids mort haut, de manière à bien pouvoir placer ma bielle sur le vilebrequin. Donc là, j'y vais doucement. Hop, je me retrouve en appui. Et là, je vais pouvoir venir presser sur ma chemise. Voilà. La guider tranquillement. Et par la suite, on va tapoter un petit peu. Parce qu'on est bien ajusté. Voilà. Donc là, la chemise, elle est bien plaquée. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que, je ne l'ai pas montré avant, mais au niveau de la chemise, j'ai une petite cale qui vient ici. Là. Donc il y en avait une sur l'autre là que je viens d'assembler là. J'ai oublié de le montrer. Donc cette cale, elle va nous servir à régler l'espace mort qu'il y aura entre le clapet HP, le bulbe du clapet HP et le piston. On va voir ça après, une fois que ça sera assemblé. Là, je vais assembler le chapeau de bielle. Pareil, je vais bien huiler. J'ai bien repéré où était mon petit chiffre tout à l'heure sur l'autre partie de la bielle. Donc, je vais pouvoir assembler tout ça. Hop, non, j'arrive. Hop, je visse mon écrou et ma rondelle frein. Je presserre. Et je viens serrer au couple.
Donc là, je sers au couple prescrit par le constructeur, 15 Nm. J'attends que ça claque. C'est bon. Pareil pour l'autre. Là, on est bon. Par la même occasion, je viens m'assurer que mon vilebrequin tourne bien, qu'il n'y ait pas de blocage, pour être sûr que le montage soit bien fait. Voilà. Ça fait des va-et-vient sans contrainte. C'est bon. Donc là, on va revenir justement au réglage de l'espace mort. Déjà la vérification, parce qu'il n'y a pas eu de changement apporté sur l'ancienne chemise. On n'a pas changé l'ancienne chemise, ni même le piston, ni même la bielle. Donc normalement, il n'y a pas de raison que l'espace mort n'ait changé. Donc on va faire un montage à blanc. On va déjà mettre la partie sur laquelle porte le clapet BP. Ce petit anneau où normalement il y a un joint torique, là on ne va pas le mettre pour faciliter le démontage à la suite. Je viens le mettre en place. Je vais ensuite poser la plaque justement sur lequel vient après s'appuyer le clapet HP qui maintient en même temps le ressort et le clapet BP à l'intérieur. Donc là je mets rien comme ça, montage à blanc. Hop. Donc c'est pareil, hein, c'est des pièces qui sont appairées. On voit le numéro 6 sur le carter ainsi que le numéro 6 sur la plaque. Et pour mesurer mon espace mort, savoir ce que j'ai, je vais me servir de cet instrument-là. On appelle ça une jauge de profondeur. Donc je vais la mettre en position. Je la mets en position sur la portée où porte le clapet. Voilà. Je recommence. Voilà. Hop. Et là, je vais dire la cote que j'ai. Et là, on va pouvoir lire 11,9. 11. Et là, on est sur le 9 après. Vous avez le 9. Donc à quoi ça va servir ça? Pour l'instant ça sert à rien. Donc, pour que je puisse me servir de cette cote, il va falloir que je mesure la cote que j'ai ensuite entre le bulbe et le support du diffuseur. Pourquoi? Donc déjà parce que l'espace mort qu'on veut, lui, il se situe entre cette surface-ci du piston et cette surface de bulbe. Et sauf que là, concrètement, mon 11,9 que je viens d'avoir, il ne me sert à rien. Pour que je puisse m'en servir, en fait, comme je me suis pris sur cette surface-là pour faire ma mesure, je vais regarder laquelle de à quel niveau cette pièce, justement, est en contact avec cette surface. Donc on a c'est cette partie-là qu'on voit là. Donc je vais prendre ma mesure entre la surface du bulbe et la surface du pied. Donc là, je vais regarder combien j'ai. Pareil avec la jauge. Je fais en sorte de la même manière, de façon à ce que ma cote soit précise. Voilà. Et là, je lis 11. Là, je suis à 11 piles. En règle générale, on sera toujours à 11. Mais c'est bien de le vérifier quand même. Et donc là, justement, grâce à ces deux codes, je vais pouvoir savoir exactement ce que j'ai comme espace mort. Donc j'ai juste à faire la soustraction. J'ai trouvé 12 ici, enfin 11,9, et là j'ai 11. Donc la différence, c'est 9 dixièmes. Mon espace mort est 9 dixièmes. Je regarde après dans mon tableau ce que me dit le constructeur. Réglage d'espace mort entre 7 dixièmes et 1,1 mm. Et moi, je suis à 0,9. Donc c'est bon. On peut laisser. Si jamais j'étais pas en ces tolérances, admettons que j'étais en dessous des 0,7 à 0,5, donc j'aurais un espace mort trop faible.
je me serais servi d'une de ces cales justement pour pallier et de faire en sorte de remonter ma chemise. Ça m'aurait permis d'avoir par la suite un espace mort un peu plus grand. Pour conclure, bah, les deux commis qui sont derrière, là, qui regardent, et qui après n'ont plus qu'à s'y mettre, et puis il reste de quoi s'exercer. Voilà. Au boulot.